Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo courte, je vais répondre à des questions. Des questions qui m'ont été posées sur le blog, en commentaire, ou en message privé sur YouTube. J'ai aussi des questions qui m'ont été posées par mail, mais je vais pas les aborder cela parce que, bon déjà j'ai déjà répondu, et puis j'ai répondu à toutes les questions de toute façon, mais les questions que je reçois par mail sont généralement beaucoup plus compliquées en fait à expliquer, donc je vais le laisser de côté pour le moment celle-là. Je voudrais vraiment faire une vidéo courte. Je fais une vidéo de réponse aux questions parce que j'ai pas préparé d'autres tutoriels. Euh, j'ai beaucoup de choses en ce moment à faire, beaucoup de boulot. Donc j'essaye en fait de caser tout dans mon emploi du temps et j'ai pas la possibilité de faire des gros tutos, mais ça va revenir, il n'y a pas de problème. Il y a des gros tutos de modélisation, tout ça qui vont revenir. Des tutos sur Expresso et sur Thinking Particles aussi, ça va venir en temps voulu. Donc les questions, alors qu'est-ce que j'ai comme questions? Je vais pas toutes les faire, je vais en faire juste quelques-unes. On va prendre les plus basiques peut-être, oui. Ce sont des questions qui sont généralement posées par des gens qui débutent et qui découvrent ma chaîne, donc qui n'ont pas forcément vu toutes les vidéos. Donc souvent, les réponses, ce sont des choses que j'ai expliquées en vidéo dans des tutoriels, mais les personnes n'ont pas forcément vu les tutoriels en question, et donc ils y sont peut-être pas encore arrivés en regardant mes vidéos, ou alors ils n'ont pas forcément besoin ou envie de regarder toutes les autres vidéos. Donc je me retrouve avec des questions que j'ai déjà en fait abordées en long et en large, mais bon, c'est pas grave. Donc, euh, première question, alors laquelle je vais faire en premier? Ah oui, le cachemographe. Euh, Assez souvent, c'est une question qui me revient assez souvent. C'est une question qui me revient assez souvent. Quand on utilise Mograph, euh, beaucoup de gens ignorent qu'on peut mettre une animation en cache. Donc je vais remontrer ça un petit peu. Une personne qui m'expliquait en fait qu'elle utilise en fait un cloneur Mograph pour faire des éléments qui vont percuter un sol. Donc on a un sol, on a des éléments, je vais prendre des cubes assez petits, on va faire de 50 par 50 par 50, même plus petits, on va même faire 40. Voilà, 40, 40, 40. On met ça dans un cloneur. Le cube dans un cloneur. Alors ce que je vais faire, je vais afficher comme ça les lignes. Donc voilà, le cloneur, on va le mettre en mode répartition sur une grille. Voilà, on va le mettre un peu plus en hauteur. On va dézoomer. Je vais le mettre un petit peu sur le côté, histoire que ça fasse mieux quand ça tombe. Voilà. Donc la personne a fait en fait comme ça, euh, hop, un cloneur, un sol et puis des éléments. Et puis en fait, la personne met de la dynamique là-dessus. C'est-à-dire que sur le sol, on ajoute un tag de propriété simulation corps collision. Et sur le cloneur, on ajoute un tag propriété simulation corps rigide. Et dans le tag corps rigide, on le sélectionne, et ici, dans éléments individuels, à la place de désactiver, on met tout. Alors, ça sort de la capture, je vais essayer de bien montrer. Hop, là. À la place d'éléments individuels, à la place de désactiver, on met tout, afin que ce soit vraiment chaque cube qui soit pris en compte. Et quand on fait lecture, tac, on a tous les petits cubes qui tombent, voilà. On va mettre plus de frames, 250 frames. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de marge. Ça tombe, c'est parfait, et puis la personne fait ça, et est très contente. Et puis à un moment donné, forcément, on va aller un peu plus loin. Donc la personne veut en fait faire des effets particuliers, que les cubes en fait interagissent sur d'autres éléments. Donc à un moment donné, la personne fait ça pour revenir en arrière, puis ah, ça remonte pas en fait, les cubes ne reprennent pas leur place. On peut pas revenir en arrière. Et puis là même on voit que la dynamique en fait ici elle continue. Ce cube qui est ici, quand je bouge même en revenant en arrière, il bouge un petit peu. En fait, on voit qu'il est toujours dynamique, il continue sa course. Je suis obligé de revenir comme ça à zéro pour retrouver ça. On peut avancer image par image, un petit peu plus vite comme ça, image par image. Et quand je reviens en arrière avec le retour image par image, eh bien ça ne change rien. On n'a pas les cubes qui remontent. En fait, c'est parce que ici, Cinema 4D calcule dynamiquement la chute des cubes, mais Cinema 4D ne conserve pas en fait la position précédente sur la frame des cubes, et donc il ne peut pas revenir en arrière. C'est pas possible. La seule façon,
seul moyen de pouvoir revenir en arrière, c'est de mettre cette animation non plus en tant qu'animation dynamique, mais de la mettre en cache, c'est-à-dire de demander à Cinema 4D de mémoriser la position de chaque élément, de chaque cube dynamique, ici, chaque élément dynamique, tout au long de l'animation, et puis ça se fait très facilement. Et c'est une question qui me revient assez souvent, comment on fait pour que on puisse donc revenir en arrière. J'avais montré ça dans au moins 2 vidéos tutoriels, et c'est tout bête. En fait, ici, ce qui est dynamique, c'est le cloneur, donc je fais un clic droit sur le cloneur, je vais ici dans propriété MoGraph, je choisis ici le cache MoGraph. Ça ressemble en fait à une petite puce informatique qui est orange. Quand elle est orange, enfin rouge, plutôt rouge, c'est du rouge orangé, c'est plutôt du rouge. Quand elle est rouge comme ça veut dire que elle est vide, il n'y a rien en mémoire. Et donc on clique sur ce tag et on fait ici conformer. Tac. Là, c'était très très vite. Il y a une petite boîte de dialogue qui a calculé le cache, qui a tout mis en mémoire. Et là, vous voyez que la petite puce, maintenant, elle est verte. Ça veut dire qu'il y a des informations en cache. Et donc là, je peux toujours faire lecture, mais là, ce n'est plus la dynamique. Là, ce n'est plus dynamique. C'est un petit peu comme s'il y avait des clés d'animation. Il n'y a pas de clé d'animation, mais c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que là, je peux revenir en arrière comme ça et voir exactement où vont les cubes. Et j'ai toujours exactement la même animation. Ça, c'est une question qui m'est aussi posée parfois des personnes qui font des scènes avec des éléments dynamiques, et puis dans leur scène, tout fonctionne bien comme il faut, parce que on va effacer le cache, voilà, on va même le retirer pour le moment. Dans leur scène, tout fonctionne bien comme il faut, ils regardent de manière à ce que ça se passe bien, ils voient ce cube-là, il va s'arrêter où? Il va s'arrêter exactement ici, donc quand il s'arrête ici, la personne va peut-être faire quelque chose pour que ici il se passe quelque chose, parce que c'est exactement cet endroit-là que le cube s'arrête. Donc tout fonctionne bien pour eux. Ces personnes lancent le rendu et se rendent compte qu'au rendu ça marche pas. C'est pas correct, c'est pas la même chose. Le cube qui s'arrêtait ici va peut-être s'arrêter ici, ou il va peut-être s'arrêter ici, ou là-bas, ou là-bas. Bref, il y a des modifications entre la vue ici dans l'éditeur et la vue au rendu. Pas toujours, mais des fois il y a des différences, il y a des petites choses qui ont été changées. Et ça c'est très gênant. Comment on peut faire pour éviter ça? Il y a aussi le problème que parfois les personnes font le rendu en plusieurs parties. Donc la scène est très longue, ils vont faire un rendu en image jusqu'au frame 20 ou 24, 25, comme ça. Et puis bon, ils arrêtent leur ordinateur, ils font autre chose. Et puis un jour suivant, il faut qu'ils reprennent à 25. Et puis en fait, ils se rendent compte que le raccord se fait mal parce que à la frame 25, les cubes sont bien comme ça, mais seulement quand ils ont repris leur rendu, en fait, les cubes étaient peut-être plus comme ça, à la place, comme à la frame 30, à la place d'être comme à la frame 25. Et donc ça pose problème. Et tout ça, ça se corrige avec justement la mise en cache. Donc quand on veut utiliser la dynamique et qu'on veut être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, le truc c'est de faire un clic droit, ici choisir propriété MoGraph, cache MoGraph, et de cliquer ici sur conformer. Tac. Et ça met l'animation en cache. Et là, quoi qu'on fasse, de toute façon, la scène n'est plus dynamique. C'est vraiment ce qui est enregistré en cache qui est joué. Donc là, on n'a plus de mauvaise surprise. On sait que ce que l'on a ici et ce que l'on aura en rendu sera exactement la même chose. Si on fait que la moitié du rendu et qu'on refait l'autre moitié plus tard, ça ne posera pas de problème, ça sera bien raccord parce qu'en fait, ce sont les informations qui sont dans ce tag et qui sont lues et non plus la dynamique. La dynamique, elle, peut être influencée des fois par trop variables. Et puis forcément, si on veut modifier la scène et puis il faut recalculer la dynamique, dans ce cas-là, on peut effacer le cache, remettre un élément qui va changer la dynamique et refaire conformer le cache pour retrouver une dynamique correcte avec les éléments qu'on y ajoute. Donc ça, c'était la première question, hein, le cache ici, cache MoGraph, qui est très important, qui permet d'avoir en fait une dynamique en mémoire, donc de se passer en fait de la dynamique, d'avoir exactement au rendu ce que l'on a dans l'éditeur, et ça permet de revenir en arrière et de bien paramétrer sa scène comme il le faut, son animation, etc. Ça, c'était donc la première question que je voulais répondre en vidéo. Donc ça, je peux fermer. Voilà, c'est parfait. Deuxième question.
c'est une histoire de lumière. Alors, en fait, la personne a un sol, voilà, un plan ici en -z, donc, mis perpendiculairement au sol, et puis la personne met en fait une lumière, comme ça, une lumière d'un côté du plan, donc qui va éclairer d'un côté et pas de l'autre. Et en fait, quand on fait ça et qu'on fait un rendu, ici on peut remarquer que effectivement cette partie-là est noire parce qu'elle n'est pas éclairée par la lumière, ce qui est tout à fait normal vu que la lumière se trouve de l'autre côté du plan. Seulement ici, la lumière passe quand même au niveau du sol, exactement comme si ce plan-là n'y était pas. Pourquoi ça fait ça? Ça fait ça simplement parce que la lumière ne génère pas d'ombre. Donc comme la lumière ne génère pas d'ombre, il n'y a pas, Cinema 4D n'a pas besoin, ne cherche pas à calculer l'ombre qui est ici. C'est là exactement la même chose que si le plan ici n'y était pas. Le rendu qu'on a là sans le plan et le rendu avec le plan ici sur le sol, c'est exactement le même parce que le plan n'est pas considéré comme un élément qui va bloquer la lumière vraiment. Ici, une lumière sans ombre, ce n'est pas une lumière réaliste, c'est une lumière qui va seulement indiquer où elle éclaire, mais elle ne génère pas d'ombre, donc il n'y a pas de coin d'éléments sombres. Ici, c'est en noir parce que ce n'est pas éclairé directement par la lumière, mais ce n'est pas une ombre qui est posée sur le plan, c'est juste que le plan n'est pas éclairé. Et donc la personne me dit, bah, comment on peut faire pour régler ça, pour que, en fait, ici ça passe pas. Et ben la solution, c'est d'utiliser simplement une lumière avec des ombres. Alors si je prends ma lumière et que je mets ici dans ombre, si je mets des ombres franches, ça marche, sauf qu'il y a un petit problème ici. Là, on voit que ça passe quand même un petit peu ici. Ça peut se régler avec en fait sur les grandes scènes avec les réglages de la lumière, l'atténuation de la lumière par exemple. Ici, si je vais dans, c'est dans détail. Ici j'ai l'atténuation, je peux changer ça, et puis ici je peux modifier jusqu'où la lumière est censée éclairer. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que là en fait on galère un petit peu pour trouver le truc parfait. Ici, si je prends des ombres franches, là, alors je vais retirer l'atténuation par contre. Si je prends des ombres franches, là j'ai plus de problème. Ici, c'est bien noir, et là il y a effectivement des ombres qui sont calculées. Donc Cinema 4D prend bien en compte les ombres. Là on a quelque chose un peu plus proche de ce que l'on attend en fait de l'effet de la lumière sur l'environnement dans la scène. Si on veut quelque chose de vraiment plus réaliste, il faut ensuite ici aller chercher plutôt les ombres adaptatives. Les ombres adaptatives qui sont un petit peu un mix des ombres franches et des ombres diffuses. Et là, normalement, tac, ici c'est bien sombre, et ici on a effectivement un effet un petit peu flouté, un petit peu diffus quand on s'éloigne de la source de lumière, et ici quelque chose de beaucoup plus franc quand on se rapproche justement du plan. Donc ça c'est ce qui est le plus réaliste en fait comme ombre, mais c'est aussi ce qui est le plus long à charger, à rendre, à calculer. Mais donc c'est normal, si vous mettez pas d'ombre ici et que vous faites un rendu, c'est normal que les ombres traversent un petit peu les éléments parce qu'en fait, enfin que les lumières traversent les éléments parce qu'en fait il n'y a pas d'ombre, donc il n'y a pas la gestion des ombres. Donc la solution c'est vraiment d'ajouter des ombres, tout bêtement. Ou alors après si vous voulez jouer sur votre projet, vous pouvez ici utiliser le mode exclure-inclure que j'ai expliqué dans une vidéo qui permet d'exclure ou d'inclure des éléments qui seront éclairés ou pas par la lumière. Donc ça c'est le truc sur la lumière, c'est normal donc que ça traverse comme ça, c'est juste parce que si vous mettez pas d'ombre, Cinema 4D ne calcule pas les ombres, tout bêtement. Je vais fermer ça. Voilà. On va voir les autres questions. Alors, je reprends dans ma liste. Je vais pas en faire énormément de questions, mais on va en faire quelques-unes quand même, parce que là, on a fait que 2. Et en plus des très simples. Donc, ah oui, les polices de caractère. Une personne qui a une version 12 de Cinema 4D me demande pourquoi elle n'a pas en fait la visualisation des polices de caractère. Donc là, je prends par exemple un mot texte. Et ici, quand je clique sur les polices de caractère, ici pour changer la police, ici j'ai en fait l'aperçu des polices que je peux sélectionner. On voit bien que Porky, c'est bien celle-là que ça ressemble à ça. Ici, Plum, c'est bien comme ça.
ici, Italia, c'est une police très travaillée. Ici, c'est un petit peu écrit à la main. On arrive assez bien à voir en fait le type de police. Ça, c'est des touches de clavier. À quoi ressemble la police. Et la personne n'a pas ses aperçus. Elle a juste la liste en fait des polices de caractère. En fait, cet aperçu a été ajouté, je crois que c'est dans la version 13, ou alors peut-être dans la version 12 point quelque chose. Ça a été donc ajouté en cours de route, ce n'est pas sur les plus anciennes versions de Cinema 4D. Donc si vous n'avez pas cet aperçu parce que vous avez une version plus ancienne, c'est tout à fait normal, c'est pas un bug. C'est juste que ça a une fonction qui a été ajoutée après. Et il faut savoir que ici, on n'a pas forcément toutes les polices de caractère qui sont installées sur l'ordinateur. Certaines polices de caractère sont dans des formats que Cinema 4D a du mal à lire. Et dans ce cas-là, il ne les ajoute pas ici, et donc des fois c'est un peu embêtant, il faut les convertir, ou il faut essayer de trouver l'équivalent dans un autre format. Donc c'est bien et c'est pas bien d'avoir cet aperçu. Disons que dans la version 11.5, j'avais accès à toutes les polices de caractère de mon ordinateur. Depuis la version 13, certaines polices de caractère ne sont plus affichées ici. Par contre, on a l'aperçu. Il y a du pour et du contre. Ça aurait été bien de pouvoir désactiver ça et puis d'avoir toutes les polices de caractère ou d'avoir un truc différent. Donc l'aperçu ici, c'est normal si vous ne l'avez pas, si vous avez une vieille version de Cinema 4D. Donc ça, c'était une petite question qui m'avait été posée, un truc tout bête. Voilà. Qu'est-ce que... Alors, je repars un petit peu dans le monde des polices de caractère. Qu'est-ce qu'on me demande aussi? Alors, ah oui, la petite icône ici, Drop to Fleur. Ce petit plugin là, le site de l'auteur de ce plugin ne semble plus fonctionner. Alors je vais vérifier aujourd'hui d'ailleurs. Je vais vérifier maintenant. Alors je crois que ça s'écrit Kuroyume, voilà, Kuroyume Zone. Je vérifie. Oui. Quand je vais sur le site, alors ça c'était l'ancien site. Curieux, oui, qu'il n'y a plus rien du tout. Et puis normalement, je crois qu'il y a une autre adresse. Alors, Kuro Yume Drop to Fleur. Drop to Fleur. Drop to Fleur C4D. Si je vérifie bien, est-ce que j'ai... Non, j'ai même plus l'adresse du site. Enfin bref, le site semble ne plus fonctionner. Ce qui est assez embêtant. Et donc la solution, je l'ai trouvée. Il faut que je retrouve dans le blog. Où est-ce que je l'ai indiqué? Je l'ai donné dans la page vos questions. Alors je vais afficher mon blog. Vos questions. Tac. Voilà la page de mon blog. Et donc ça doit être tout en bas, je pense. J'ai donné un lien quelque part. On va essayer de le retrouver. C'est pas ça. C'est pas ça. On va faire une recherche. Je vais faire une recherche. CTRL F. Archive. Voilà, c'est pas ça. Tac, tac. Voilà. J'ai remis la main dessus. Tout est parfait. Voilà. Pour le plugin Drop It et Drop to Fleur, voilà l'adresse où vous pouvez le trouver. Alors en fait, c'est WebArchive, c'est un site webarchive.org, c'est un site qui garde en mémoire en fait, qui met de côté en fait des sites qui ont été beaucoup visités et c'est une sorte d'archive du net. Et donc on peut aller voir des sites qui ne fonctionnent plus grâce à ça. Et donc cette adresse là, si je fais copier et puis que je vais la coller ici, coller, voilà, et je fais entrer. Voilà, on retombe en fait sur le site tel qu'il était quand il fonctionnait. Et puis ici, les liens devraient fonctionner. Donc alors on a Ivy Grover. Si je descends un peu plus bas ici, on a celui-là Mesh Info, OneSplin, Speed Selection. Et là on a Drop It et ici Drop to Fleur. Drop to Fleur, c'est le plugin en question qui est ici. Les deux petites boules bleues ici avec la flèche rouge. Et donc ici on peut aller cliquer donc ici sur cette version, c'est le Cinema 4D R13. Et puis quand je fais ça, ici, tac, vous voyez qu'il me télécharge un fichier zip qui contient le plugin.
Et puis ça sauve la vie un petit peu parce que le site actuellement il ne fonctionne plus, le site officiel. Et je sais pas pourquoi. Ça devrait revenir, j'espère. Je sais que l'auteur de ces plugins a eu des soucis euh, avec l'hébergement. Il a changé d'hébergement en cours de route. Le site a été refait, etc. Mais bon, là, il semble ne plus fonctionner. Et donc, on a s'embêté pour trouver ces plugins. Surtout que certains étaient payants et puis les gens ont acheté les plugins payants et puis bah, pour retrouver le truc, des fois c'est un peu galère. Donc voilà, l'adresse est toujours dans vos questions hein, et puis c'est assez facile à retrouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ah oui, alors les vidéos sur Shotcut, les tutoriels sur Shotcut ne seront pas sur la chaîne de Cinéma KD, c'est sur ma chaîne secondaire. Parce que des fois on me pose des questions sur Shotcut sur le blog, alors que c'est sur l'autre chaîne, donc l'autre blog. La chaîne secondaire, en fait, elle est indiquée euh, dans ma page YouTube, elle est indiquée sur le blog aussi, elle est indiquée un peu partout. Euh, alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? On me demande assez souvent si je fais des intros ou si je fais des vidéos. Il y a même des gens qui sont prêts à payer, mais non, je n'accepte ni les demandes d'intro, ni les demandes d'animation, etc. par internet, par YouTube. C'est pas la peine de me demander. Je les fais pas. Je fais pas d'intro, même payé sur YouTube. Même des modélisations, des choses comme ça. Je fais des tutoriels, je fais pas un service de création, de modélisation ou d'animation. Ensuite, alors Maximo, ça j'en parle pas parce que je connais pas assez ce logiciel. Donc je vais passer les questions qui m'intéressent pas plus que ça. Alors il y a une question qui m'a été posée en message privé qui m'intéressait bien. Je vais en parler juste après. Je regarde à combien de temps je suis? Oui, c'est bon. Alors, ah oui, il y a aussi celle-là. Une personne qui me pose une question sur Dumograph. La personne veut faire des cailloux, en fait, elle fait tout un petit tas de cailloux, et puis en fait, le problème, c'est que tous les cailloux se ressemblent vu que ce sont des clones. Donc la personne a fait en fait une sphère, d'après ce que j'ai compris. Je revérifie, hein. Modéliser un caillou en utilisant une sphère et un effecteur randomisation. Donc on prend une sphère, par exemple 12, ici on met un hexaèdre, on prend un effecteur randomisation qu'on met en fond de la sphère, donc ça devient un déformateur. Ici dans déformateur de randomisation, on va activer le mode point. Ici dans paramètres, on va mettre par exemple 5 cm de déformation. Voilà, je vais afficher le maillage. Donc là, ça fait un gros caillou. Un gros caillou. Et puis on va faire un peu plus petit d'ailleurs. 50. Voilà, ça fait un caillou. Un caillou. Ce caillou, on en veut plein. On veut tout un petit tas de cailloux par exemple. Donc en fait, on va mettre ça dans un cloneur. Dans le cloneur, voilà. Ah, dans le cloneur. Et le cloneur, ici, on va le changer. On va le mettre par exemple en mode répartition sur une grille. Ici, on va mettre un peu plus que 200, on va mettre 220. Voilà. Ah. Voilà, parfait, pour avoir un petit peu d'espace entre chaque caillou. Je vais rajouter un sol. On va mettre le cloneur plus en hauteur. Voilà. Parfait. Et donc, on va mettre un petit peu de dynamique parce qu'on voudrait peut-être que les cailloux tombent. Pourquoi pas. Donc ici, on va... Oh non, on va pas faire comme ça. Comme on veut un tas de cailloux, on va prendre un cône. On va mettre le cône au niveau du sol. Et puis on va au lieu d'avoir répartition sur une grille, ici je veux plutôt cloner les cailloux sur le cône. Tac. Voilà. On va changer peut-être le mode de distribution. Voyons. Je mode surface. Voilà, comme ça j'ai plusieurs cailloux qui se positionnent. Et puis on va augmenter un peu la quantité. Alors, tac, 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 tac. Voilà.
mettre comme ça. Et ici on a des cailloux en fait sur le cône qu'on peut totalement cacher. Voilà, on va peut-être mettre un peu plus en hauteur, comme ça. Ouais, c'est pas terrible, et c'est ira quand même. Et donc ici j'ai un petit tas de cailloux. Voilà. Et puis le problème c'est que tous les cailloux se ressemblent. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes cailloux. Si je... On va augmenter ça, on va faire un truc un petit peu mieux peut-être quand même. On va essayer de faire ça, plus en hauteur. Et puis si je rajoute un petit peu de dynamique peut-être. Ou si je fais juste tomber les cailloux. Wow, on va juste les faire tomber finalement. Ça sera aussi bien, et puis voilà. On va juste les faire tomber. Donc ici comme tout à l'heure, collision sur le cloneur corrigide. Ici, tout. On va les faire tomber. Voilà. Les cailloux tombent, c'est parfait. Bon, ça va pas faire un tas de cailloux, mais c'est pas grave. On a plein de cailloux. Le problème, c'est que ici, tous les cailloux sont identiques. Tous les cailloux sont exactement les mêmes. Vous voyez que ici, il y a toujours à peu près la même coupe ici assez droite qu'on trouve après sur chaque caillou, la coupe assez droite. Tous les cailloux sont les mêmes. Si je remets tout à 0 comme ça, ici on voit clairement que ce sont les mêmes cailloux. Alors quand il y a une texture dessus, ça se voit encore plus. Comment on peut faire pour que ces cailloux ne se ressemblent pas tous? Eh bien en fait, on peut pas vraiment. C'est-à-dire que en fait, le cloneur, comme son nom l'indique, crée des clones. Et un clone, c'est une copie identique de l'original. Donc on ne peut pas en fait avoir des copies identiques qui ne sont pas identiques, sinon ce n'est plus des clones. On a beau changer les choses, ici si le randomisation à la place de le mettre là, par exemple je le mets hop, groupé avec le cloneur par exemple, alternate G, tac, donc il a plus un effet sur la sphère mais sur le cloneur, bah vous voyez qu'en fait ça change rien, toutes les sphères sont déformées de la même façon aussi, parce qu'en fait le clone toutes les sphères et le randomisation a un effet sur chaque sphère. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la même sphère qui est clonée avec les mêmes déformations. Comment on peut faire pour changer ça? On peut pas vraiment, mais on peut tricher. C'est-à-dire qu'ici j'ai ma sphère avec mon randomisation dans le cloneur. Je suis pas obligé d'en mettre qu'une sphère. Je peux tout à fait mettre une deuxième sphère, je la double, on va même la tripler, voilà, 3 sphères. Le randomisation ici, je vais dans effecteur et ici j'ai source, je peux changer ce numéro là, ça va changer en fait la façon dont la randomisation est faite. Par exemple si ici je mets un autre numéro, vous voyez que là derrière ici, ces cailloux là qui sont gérés par ce randomisation là ont changé. Donc ici je peux choisir en fait une autre randomisation. Pour celui-ci je vais choisir une autre randomisation aussi, et pour celui-ci je vais en choisir un autre encore. Voilà, on va prendre un truc plus comme ça. Et donc là, déjà, j'ai 3 types de sphères différentes, 3 types de cailloux différents. Le cloneur, je peux le sélectionner. Ici, à la place de faire par itération, je vais mettre aléatoire. Comme ça, il me mélange déjà un petit peu les cailloux. Ces cailloux-là, celui-là et celui-là sont mélangés en fait. Et donc, on reconnaît déjà un petit peu moins lesquels sont identiques. Celui-là, 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 là, les 3, on voit bien que c'est les mêmes. Celui-ci n'est pas le même que celui-là. Celui-ci, c'est le même que celui-ci. Et celui-ci, c'est un autre encore. Ces deux-là sont identiques, mais celui-là n'est pas le même. Donc en fait, déjà là, en mettant 3 cailloux, j'ai déjà un petit peu changé les choses. Ensuite, sur ce cloneur, je peux ajouter un randomisation qui ne va pas modifier... Non, je désactive ça. On va pas lui demander de modifier en fait la forme des cailloux, on va lui demander de les faire tourner. On ajoute rotation et ici on va les faire tourner par exemple de on va dire 180 degrés. Voilà, 180 dans toutes les directions. En faisant ça en fait, les cailloux sont toujours identiques, il n'y a toujours que 3 variétés de cailloux différents, seulement comme ils sont pas vus sous le même angle, on n'a pas forcément l'impression que ce sont les mêmes. Et donc en faisant ces petites choses, simplement en ajoutant plus d'éléments enfants dans le cloneur avec des variations et en faisant tourner les éléments, vous voyez qu'en fait ici on a quelque chose qui se ressemble beaucoup moins.
ce caillou-là et celui-là, ce sont les mêmes. Mais seulement comme ils sont pas de la même famille, ni à la même place, tournés dans le même sens, on voit pas ça du premier coup d'œil. Les trois du bas, là, normalement, je pense que ce sont les mêmes, mais seulement ils sont pas tournés dans le même sens. Donc ça fait qu'en fait, on n'a pas l'impression que ce sont les mêmes. Et donc ça, c'est la façon de tricher un petit peu, et puis d'avoir en fait des clones qui ne se ressemblent pas vraiment. Ce sont des clones identiques, mais comme on les voit sous des angles différents, comme on a mis un peu de variété justement dans les clones, ça fait que on arrive quand même à tricher et puis à avoir un résultat qui est plus satisfaisant, plus proche de ce qu'on cherche. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? On va fermer ça. Et on va passer à une question suivante. La question suivante, c'est la question de Ruru sur le forum Graph2Graph qui m'a posé en message privé en fait une question sur une cible avec des flèches. Il essaye de faire un truc avec d'adapter en fait un truc 3ds Max dans Cinema 4D. Il me pose justement la question comment on peut faire euh, pour que les flèches en fait s'arrêtent sur le net, sur la cible. Donc on va faire rapidement un truc. Là, je vais faire une cible d'abord. Alors rayon, on va mettre un truc à 200 et puis hauteur 50, voilà. On va peut-être mettre un petit peu d'arrondi. 5, c'est pas mal. Oh, on peut se passer de l'arrondi après tout. Donc ça va être notre cible. On va mettre une texture dessus. Tac. Comme texture là. Texture, ici je veux du cubique. Cubique. Là on va retirer les aspects Q, on va mettre comme couleur, on va mettre un dégradé. Ah, j'ai pas dit couleur, j'ai dit dégradé. Dégradé. Voilà. Et puis on va aller dans dégradé. Ici un dégradé circulaire. Ouais. Et puis on va choisir, ici on va mettre du rouge. Et du blanc. Alors le rouge on va le mettre là. On met le blanc juste à côté. Tac. Comme ça on a un point bien au centre. Je vérifie que oui, on a un point au centre. On va le faire un peu plus grand ce point. Comme ça. Ici on remet du blanc, on va le mettre là. On remet ici un autre tag. Alors j'en mets plusieurs. Ah, tac, j'ai juste à cliquer. Donc ce tag ici va être rouge. Tac. On rapproche ici du tag blanc. Celui-ci va être rouge aussi. Voilà, comme ça j'ai un rond de fait de plus. On va rapprocher ce tag rouge ici. Ce tag blanc ici. Ici, un autre blanc. Ici, alors, j'ai besoin encore d'autres poignées. Ici, je veux du rouge. Alors oui, j'alterne en fait. Tac, du rouge. Celui-là, on rapproche là. Tac. Ensuite, ici, on va mettre du blanc. Ici, on va mettre du rouge. Comme ça. Et puis là, on a une belle cible bien comme il faut. Je sélectionne ça, je passe ici en mode texture. Je fais un clic droit là-dessus et je fais adapter à l'objet. Tac. Et j'ai une belle cible. C'est parfait. Là. Ça, on peut le rendre éditable. Tac. Parce qu'on aura besoin de toute façon que ça soit mis éditable. Le contour ici, alors on va UL, sélectionner tout ça. Et puis on va faire une texture toute blanche. Voilà. Qu'on va appliquer dessus. Tac. Comme ça, j'ai un contour tout blanc. Voilà. Parfait. Là, j'ai une cible qui est bien. Cette cible, on va la mettre debout. Donc on va la faire tourner. Alors, dans quel sens? Je vais la faire tourner sur l'axe Z. Ouais, comme ça. Tac. On va mettre 90 degrés comme ça. Voilà. On dézoome. On va la mettre un peu plus comme ça. Au niveau du sol. Parfait. Et ce que l'on veut, c'est que des flèches aillent se planter dans cette cible. C'est le but. On a des flèches et on veut que ça aille se planter là-dedans. Dans la vidéo que l'on souhaite refaire, en fait, la personne utilise un émetteur de particules.
Et puis donc les particules symbolisent en fait les flèches et vont se planter dans cette cible. Alors comment faire pour que les flèches arrivent sur cette cible et s'arrêtent net sur la cible? En fait, on peut tout à fait faire ça. Donc j'ajoute un neutre, un tag expresso. Voilà, je mets... c'était déjà mis comme il faut. Ici dans l'Xpool, on va aller chercher... Alors, je vais fermer les trucs que j'ai plus besoin, que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, on va aller chercher ici dans Thinking Particles un générateur de particules. Alors on va prendre un P-orage, voilà, parce que c'est simple. Notre neutre ici servira d'émetteur de particules, donc je vais l'ajouter aussi. Et puis on aura besoin ici, dans TP standard, d'un P-groupe, tac, et puis d'un P-conduit. P-conduit. C'est la base d'un émetteur de particules Thinking Particles. Si vous êtes un peu perdu ici, allez voir les tutoriels que j'ai fait sur Thinking Particles. Donc ici alignement de l'émetteur, ici naissance de particules, voilà. La position de l'émetteur, on le met ici, rattaché à la position globale, tac, du neutre, et l'alignement de l'émetteur sur la matrice globale. Normalement, c'est comme ça. La naissance de particules, ça s'attache ici au P-groupe, au global, et ici le P-conduit, c'est là-dessus qu'on va y ajouter en fait les effets. Et donc en faisant ça, ici j'ai un petit émetteur de particules ici, Thinking Particles, qui émet des particules. On va mettre ici plus de frames, voilà, on va émettre peu de particules, mais on va faire en sorte qu'ils aillent très vite. Donc ici, on va cliquer sur le P-orage, on veut seulement, on va dire, 10 particules. Durée de vie, on va leur donner une durée de vie de 250 frames parce que c'est la durée en fait ici de mon animation. Et puis vitesse, on va les mettre à 600. Tac. On va voir ce que ça donne, 600. Hop. C'est pas rapide. On va mettre 2000. 2000. Tac. Ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. On va mettre ça plus en arrière. Comme ça. Alors, je me suis trompé. C'est le neutre que je dois déplacer. Je mets là. Et donc quand je fais play, tac, c'est parfait. Seulement vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici je sélectionne le P-orage, et puis ici, dans ses propriétés, dans angle X et angle Y, je vais mettre 0, comme ça ira bien droit. C'est pas le truc le plus crédible, mais disons on aura des flèches qui iront bien droit. Tac. Et maintenant, ce que l'on veut, c'est qu'en fait, déjà avoir des flèches, et puis que ces flèches soient stoppées net par cette cible. Alors pour que ça soit stoppé net, eh bien le truc ici, c'est d'aller dans les, alors si je ne me trompe pas, c'est TP dynamique, voilà. Ici le P déviation, on va chercher le P déviation, on l'ajoute, on le relie ici au P conduit global, tac. Et ce P déviation, il faut lui donner ici un objet polygonal. Donc ici, ça sera la cible. Je mets la cible dessus. Je sélectionne le P déviation pour ouvrir ici ses propriétés. Et là, il faut que je lui indique que ce n'est pas une boîte, c'est l'objet qui doit être pris en compte. Donc c'est bien la cible objet. Ici, type de collision avant et arrière, histoire d'être tranquille. Et puis ici, rebond, je vais mettre ça à 0. Donc les particules ne vont pas rebondir dessus, ils vont s'arrêter net. On ferme ça et on regarde ce que ça donne. Voilà, et on voit que les particules, effectivement, s'arrêtent pile sur la cible. Si je stop et que je zoome, vous voyez que les particules se sont arrêtées net dessus. Et donc ça fait notre petit effet recherché, c'est-à-dire que ici, si je fais un cylindre, je vais mettre ça à 0, un cylindre en plus Z, qui va être de, on va dire 4 seulement, et puis oui, 200 c'est bien. Je le rends éditable, tac. Alors comme je vais mettre ça comme forme de mes particules, j'ai besoin ici d'ajouter Thinking Particles, la géométrie de particules. J'ajoute la géométrie de particules, je retourne ici, là-dedans. Je vais ajouter ici un P-form qui est dans TP standard. Je le rattache au P-conduit. Et dans le P-form, je vais mettre ici le cylindre, qui est en fait ma flèche. Donc ici, je vais appeler ça flèche. Ça aurait pu faire un truc un peu plus travaillé, hein, mais bon.
cylindre, ça symbolisera assez bien une flèche. Je peux la cacher, cette flèche. Ici, ah oui, une chose qui est importante, je sélectionne le péorage, et dans ses propriétés ici, la taille, je mets 100, parce que je veux qu'elle soit à 100% de sa taille. Et on va faire lecture, et alors, c'est pas encore bon. Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié, alors c'est peut-être ça. Hop, je vérifie. La flèche, le P-form, on vérifie que c'est bon. Non, c'est bon. Tac, et vous voyez que les flèches sont effectivement lancées et s'arrêtent pile dans la cible. Alors ici, ça traverse beaucoup la cible parce qu'en fait, c'est le centre du cylindre flèche qui est utilisé pour cloner sur les particules. Donc à la place, je sélectionne ma flèche ici, tac, je vais zoomer dessus, alors touche S, voilà. Je prends ici le mode axe et je vais simplement déplacer l'axe ici, à peu près là, et je ressors du mode axe. Voilà. Et normalement, ça devrait être mieux. On va voir. Tac, tac, c'est parfait. On va leur mettre une couleur blanche, histoire de bien les voir. Je vais cacher celui-là. Tac, tac, tac. Et là, vous voyez que j'ai mes flèches qui viennent se planter en fait dans la cible et s'arrêter pile, et ça jusqu'à la fin de l'animation. Vous voyez que ça marche assez bien. Donc ça, après, on peut jouer avec les particules, leur donner des différents effets, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Ça, c'est la première méthode, c'est en utilisant les particules. Je vais virer ça, je vais virer le neutre. Donc je retire les particules. Et je garde que la cible. Et puis on va garder la flèche peut-être aussi. Non, on va la refaire la flèche. On va la refaire, on va en faire une neuve. Autre méthode que j'aime bien, qui est plus simple, enfin c'est plus simple, qui n'utilise pas les particules, et puis qui va fonctionner très bien aussi. Je vais commencer par faire une flèche. Donc on va la faire un petit peu mieux. Un cylindre, donc comme j'ai dit, en plus Z. Voilà. Ici on va mettre 4. On va la faire de 300. Flèche assez grande. 4 c'est trop. 3 c'est assez fin, 3 c'est pas mal. Je vais faire une petite pointe, alors on va faire un truc avec un cône. Cône en plus Z. Voilà, le cône, je le mets en fond du cylindre, et puis je le remets à 0. Tac. Comme ça, il se place bien comme il faut. Et puis on va changer ça, on va mettre ici, on va mettre 6. Et puis on peut même mettre 4. Et puis là, on va mettre seulement 10. Voilà, comme ça on a une petite plus 20. Comme ça on a une pointe, et qu'on va mettre au bout ici. Tac. La pointe de la flèche. C'est pas terrible, mais bon, ça symbolise bien la flèche. Le cylindre ici, on va mettre moins de segments de rotation, on va mettre seulement 24, ouais, même 12. Pas besoin d'avoir beaucoup de détails. D'ailleurs, ici, pareil, 12 aussi. Ouais, c'est bien. Je vais rajouter un cube pour faire arrière les plumes. Bon, c'est pas génial, mais ça ira. Tac. On va faire ça de 2. Et puis ici, on va mettre 10. Plus que 10, on va mettre 20. 20, c'est bien. Et ici, on va mettre 40. C'est bien. On va mettre ça à la fin. Ici. On va le dupliquer, ce cube. Et puis le cube, on va le faire tourner de 90 degrés. Ah. Ah. Dessus. Tac. 90 degrés. Paf. Voilà, je pourrais modifier un petit peu ça pour que ça rende mieux, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour trop s'embêter là-dessus. Le cône peut-être un peu plus grand ici, 5. Histoire que ça ressorte mieux, voilà. Donc là, en fait, on a une flèche qui est pas terrible, mais bon, ça symbolise une flèche, c'est pas gênant. Donc, tout ça, c'est bien. Ici, on a l'axe qui se place ici, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais donc, je vais garder tout ça en paramétrique. Donc ici, je vais faire Alt G pour mettre ça dans un groupe, dans un neutre. Et ce neutre, eh bien, on va le laisser là, mais tout ça, on va le décaler vers l'arrière. Voilà. Et le neutre, il reste bien là. Alors, on va le décaler encore un peu vers l'arrière.
comme ça. Comme ça, en fait, le neutre, c'est pile, il est pile placé sur la pointe de la flèche. Et la flèche est bien tournée vers l'axe Z. Oui, l'axe bleu ici, elle indique bien cette flèche. Donc là, j'ai une flèche. Je vais passer maintenant dans la vue de droite. Voilà, dans la vue de droite. Je prends ici une spline, alors type linéaire. Je fais un clic là. Non, faut mieux commencer par là. Je fais un clic là. Tac, et puis un clic ici. Là, tac. Voilà, j'ai fait une grande droite. Cette spline, je vais la passer ici à la place de lumière, je la mets en bézier. Je prends l'outil ici de déplacement et je vais déplacer, alors ce point-là, oui, cette petite poignée-là, je la déplace comme ça. Ensuite, je choisis ce point-là et cette poignée-là, je la déplace comme ça. Comme ça, je fais une jolie courbe qui va indiquer la trajectoire de la flèche, tout bêtement. Je pourrais mettre ça un peu plus haut, ce point-là. Comme ça, et un peu plus comme ça. Tac. C'est pas trop mal. Donc ici, j'ai mon neutre qui est en fait la flèche. J'ai ma cible et j'ai ici la trajectoire de la flèche. La flèche et la spline ici, je vais les grouper, alternate G. Donc encore dans un neutre. Et là, je vais mettre flèche en mouvement. Par exemple, mouvement. Ou alors, je vais juste appeler ça un tir. TIR, tir. Sur la flèche, ici, sur ce groupe la flèche, je fais un clic droit et je vais ajouter simplement un tag aligné sur la spline. Et sur ce tag, ici, il me demande une spline directionnelle. J'indique la spline qui est ici. C'est ma trajectoire. Je peux d'ailleurs la renommer ici trajectoire. Trajectoire. Tac. Ensuite, ici, donc ma flèche, oui, elle s'est placée ici, au début. Dans le bon sens et tout. Elle est un peu trop droite. Donc ici, ce tag, je vais ici cocher tangente à la spline. Tac, comme ça, elle épouse bien en fait la courbure de la trajectoire. Et si je joue ici avec la position, alors je vais vous montrer ça. Si je joue ici avec la position, je suis à 0%. Si j'avance, ici, vous voyez, on voit la flèche qui va plaf, se planter dans la cible. Donc en fait, ce que je peux faire maintenant, c'est dire à 0, la position est à 0%. Je fais un clic droit, un contrôle-clic ici sur position. Tac. Et je vais me mettre à 25, même 20 frames. Je mets ça à 100% et je fais un contrôle-clic ici. Tac. Donc là, j'ai une petite animation. Tac. Il y a un petit ralentissement et une accélération qui est pas belle au début. Donc je vais dans ici fenêtre, ligne temporelle et je vais sélectionner ces clés-là. Et là, dans les propriétés, je vais hold de spline, je vais mettre linéaire. Tac. Et je peux fermer ça. Donc ici, normalement, tac, j'ai bien une flèche qui se déplace d'un coup d'ici jusque là. Ça, c'est génial. Donc là, j'ai fait un petit setup avec tir. Tout bêtement. Un truc tout simple, tout bête. Ça, je peux le fermer. Je reviens dans cette vue-là. Et ça, tir, je peux le dupliquer. Donc, CTRL-clic déplacer, ça m'en fait un double. Le double, on va le déplacer un petit peu comme ça. Hop, un petit peu plus en hauteur peut-être. Comme ça. Ensuite, j'en fais encore un double. Tac. On va les déplacer un peu plus par là, un peu plus bas. Voilà. On va en faire plusieurs comme ça. Tac, encore un. Que je vais redéplacer alors. Juste comme ça, on va le mettre là. Encore un. Tac. On va mettre plus là. Ensuite, je peux tout à fait modifier encore ça. Par exemple, ici, je peux utiliser la rotation pour faire tourner les... Alors même, je suis en train de me rendre compte que je pourrais mettre... oui, alors ce que je vais faire, je vais retirer ce que je viens de faire. Je reprends le premier. Je vais prendre ici le mode axe. Et je vais déplacer l'axe ici. Je vais le mettre pile là où la flèche vient se planter. Alors, donc elle vient se planter ici. Tac.
Et si je regarde dans cette vue-là, c'est pile au bon endroit. Parfait. Et je ressors du mode axe. Pourquoi? Parce que comme ça, maintenant, en fait, euh, si je bouge ça, ouais, c'est mieux. Donc on va faire ça comme ça. Je refais donc plusieurs fois mes, mes doubles, du neutre tir, en les bougeant à chaque fois. Tac. On va le bouger un peu ici. On fait encore un double. On va le mettre ici. On en fait encore un double. On va le mettre ici. Tac. On peut en faire plusieurs comme ça. On peut en faire autant qu'on veut. Hein. On pourrait même jouer avec, en fait, avec un cloneur, si on voulait. Si on est un peu motivé, on peut tout à fait avec un cloneur faire des choses. Là, ils sont toutes parallèles, donc je prends l'outil de rotation. Je vais zoomer un peu dessus, et puis on va jouer un petit peu juste avec la rotation, comme ça, juste bouger un petit peu la rotation de chaque euh, à chaque tir, afin que ce soit pas exactement la même chose, que les flèches n'arrivent pas toutes du même endroit, que ce soit pas vraiment parallèle. Voilà, un truc comme ça. Et le premier, on le laisse comme il est. Donc là, en fait, j'ai plusieurs tirs de flèches. Voilà. Et quand je fais lecture, on a toutes les flèches qui arrivent en même temps. Tac. C'est bien, mais on veut pas qu'elles arrivent toutes en même temps. Donc je vais aller dans Fenêtre, dans Ligne temporelle, et ici, elles arrivent toutes en même temps parce que toutes les clés sont les mêmes. Donc on va ici sélectionner toutes celles-là. On va déplacer un peu comme ça. On en sélectionne les autres sauf la deuxième. On les déplace un peu. On redéplace un peu. Celui-là va partir presque aussitôt. Là, on en met une autre qui va partir longtemps plus tard. Ici, on a une autre qui va repartir un peu plus tard. Et puis celle-là, la dernière, partira juste un petit peu après. Donc vous voyez, je les ai décalés. Et maintenant, quand je fais lecture, tac, j'ai les flèches qui arrivent les unes après les autres. Tac, 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 tac. Et là, en fait, j'ai une animation toute bête, toute simple. J'ai pas utilisé de particules, j'ai juste utilisé quoi? Le tag aligné sur la spline, qui est ici. Je pourrais gérer ça avec des données utilisateurs. Ici, sur le tir, je pourrais ajouter des données utilisateurs qui indiqueraient en fait à quelle vitesse, pas forcément à quelle vitesse, mais peut-être quelle trajectoire est utilisée, ou oui, la vitesse, on devrait pouvoir l'utiliser ça aussi. Peut-être avec une histoire de décalage, je sais pas, avec Expresso. Enfin, on pourrait faire des données utilisateurs qui permettent de gérer un petit peu tout ça, de changer par exemple la texture de la flèche, sa couleur, sa forme, etc. Et donc, en faisant ça, vous voyez qu'on fait une petite animation assez facilement. Donc, je vais mettre la même texture blanche sur toutes les flèches, histoire de bien les voir. Tac, je fais lecture. Tac, 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 si je fais une pause ici, on voit que les flèches arrivent les unes après les autres. Paf, 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 paf. Avec Shotcut, on pourrait rajouter du son. Et ici, on a notre petit setup de flèches qui atteignent une cible assez facilement. Et ça, c'est ce qui est pas mal, c'est que ici, ce tir, je peux tout à fait les retoucher facilement. Avec les particules, on ne sait pas trop où les flèches vont atterrir. Ici, comme je joue en fait avec ces neutres, je peux tout à fait dire ce tir-là, je veux qu'il arrive pile au milieu, ici. Voilà, qui vient se planter pile là. Tac. Et puis on peut dire que celui-là, j'aimerais qu'il vienne se planter juste à côté aussi. Par exemple. Juste ici. Et puis celui-là, j'aimerais qu'il aille se planter aussi ici. J'aimerais que toutes les flèches soient assez rapprochées, par exemple. Toutes celles-là. Celle-là arrivera ici. Donc ici, on a plusieurs flèches qui vont arriver pile au milieu. On revient en arrière. Tac. On recommence. Et là, j'ai choisi exactement où est-ce que les flèches vont arriver. Alors qu'avec Thinking Particles, avec un émetteur de particules, on peut pas forcément faire ça. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que les particules vont aller se planter un petit peu au hasard sur la cible. Alors que là, on choisit exactement où est-ce qu'on veut que les flèches arrivent. Si je veux qu'une des flèches vienne se planter, par exemple la quatrième flèche, je veux qu'elle aille se planter pile sur la première. Donc on va la mettre pile sur la première, et puis je veux qu'elle se plante vraiment, hop, alors on va essayer de la positionner correctement, voilà, on va la ramener comme ça, je veux qu'elle aille se planter sur celle-là, tac, juste ici, voilà,
qu'elle aille se planter juste ici. Je sais pas si je l'ai bien placé, mais comme ça, elle va pas se planter dans la cible, mais dans la flèche. Par exemple, ça, je pourrais pas le faire avec Thinking Particles. Alors que ici, tac, 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 j'ai une qui s'est plantée là. Et là, je peux vraiment choisir où est-ce que je veux que les flèches aillent. Donc ça, c'est des petits setups tout simples à faire. Et puis vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était la dernière question que je voulais répondre aujourd'hui. Ça sera suffisant, je pense. La prochaine fois, je ferai peut-être aussi une réponse aux questions. J'ai encore plein d'autres questions à aborder. Ou alors on fera peut-être un petit peu de modélisation, je sais pas. On m'a demandé de modéliser une sorte de bestiole Pokémon. Mais bon, j'ai mis le sujet de côté, mais c'est pas trop ma génération les Pokémon, et puis je suis pas super fan. Mais je vais quand même voir si j'ai pas une idée qui me vient. Ça sera peut-être pas aussitôt, mais je vais y penser. On m'a aussi proposé d'autres tutoriels. Je mets vos sujets de tutoriels de côté, il n'y a aucun problème. Et le jour où j'ai le temps de le faire, je le fais. Mais bon, en ce moment, c'est plutôt assez court au niveau du temps libre. Donc, je fais plutôt des réponses aux questions, des petites modélisations. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur Cinéma 4D.